Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous retrouve une fois encore ce soir avec le même plaisir de vous servir au sommaire de cette édition par acte pris donc hier par le président de la République, Patrice Talon, et la vice-présidente Tchabi Talata. 108 députés de la 9e législature sont élevés à divers grades dans l'ordre national du Bénin. Le point est à suivre dans ce journal. Les Guépards du Bénin promettent décrocher la qualification pour la CAN 2023 samedi prochain face au Mozambique. Une équipe de la rédaction a assisté à leur entraînement, élément à suivre dans ce journal. Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères, justifie le maintien de l'ambassadeur français à Niamey. Vous en saurez davantage dans cette édition. C'est tout pour le sommaire. Gardez votre position pour le développement de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous préférer. Bienvenue dans cette édition. Par le décret numéro 2023-448 du 4 septembre 2023 portant nomination et promotion à titre exceptionnel et civil dans l'ordre national du Bénin, signé du président Patrice Talon et de Tchabi Talata, vice-présidente, les députés de la 9e législature sont élevés à divers grades dans l'ordre national. Suivez ici le commentaire fait par Arthur Rouendo. Élus pour le compte de la 9e législature, 108 députés ont été élevés ce lundi à divers grades au sein de l'ordre national. Parmi eux, 40 ont connu une promotion, dont 7 passant de grand officier à grand croix et 33 de commandeur de l'ordre national du Bénin à grand officier de l'ordre national du Bénin. De l'autre côté, ce sont 68 députés qui ont fait leur entrée dans l'ordre national pour la première fois. Selon le décret, ces derniers sont élevés au grade de commandeur de l'ordre national du Bénin, comme l'indique le décret signé du président Patrice Talon et de la vice-présidente Mariam Tchabi Talata. En bref, les 20 et 21 octobre prochains, le port autonome de Cotonou organise sous le haut parrainage du ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable l'édition 2023 des journées port ouvert, octobre sur la place de l'Amazone. Selon un communiqué du port autonome de Cotonou, il s'agit d'une occasion unique pour les acteurs de la communauté portuaire du Bénin et de la sous-région de se réunir et d'échanger sur les enjeux du secteur portuaire pour les économies régionales. Des expositions promotionnelles et B2B sont prévues afin de permettre aux importateurs et industriels de se rencontrer et de nouer des partenariats, des visites guidées des infrastructures du port et de son mur, ainsi qu'un forum des métiers portuaires permettant d'en savoir davantage sur les perspectives de carrière de ce secteur dynamique et en pleine transformation sont également prévus. Au-delà de l'instabilité politique qu'engendrent les coups d'État dans les pays africains, divers indicateurs économiques sont aussi affectés comme le taux de croissance, le taux d'investissement ainsi que le taux de chômage. Certains journalistes spécialistes des questions économiques nous parlent ici des conséquences dramatiques des coups d'État sur l'économie des pays qui en sont victimes. Ils sont au micro de Clément Sonko. Les conséquences de ces coups de force sur les économies sont nombreuses. Quand il y a coup d'État, on voit les institutions sous-régionales qui réagissent. Et l'une des premières mesures, c'est prendre un certain nombre de mesures conservatoires contre les États. Et il y a la fermeture des frontières avec les pays autour de ces États. Ça limite déjà les mouvements économiques, les déplacements. Or, ce sont ces déplacements qui favorisent le développement de l'économie, qui favorisent les mouvements et l'émulation de l'activité économique. L'autre chose, quand il y a ces coups d'État, la BCEAO prend un certain nombre de mesures contre les États. On gèle par exemple les comptes des États, les avoirs des États. Or, les entreprises qui sont dans ces pays et qui commercent avec les pays extérieurs ont besoin de ces avoirs pour aller sur le marché international. Les réserves de change, on en a besoin pour faire des affaires à l'étranger. Mais quand c'est gelé, comment est-ce que vous allez faire les affaires? Les populations elles-mêmes sont impactées parce que quand il y a coup d'État,
il y a dysfonctionnement à un certain niveau. L'activité économique ne tourne plus bien. Une entreprise qui est installée par exemple dans un pays, qui a besoin d'importer des outils pour fonctionner, quand il y a coup d'État, ça ne marche plus. On a fermé les frontières. Comment est-ce que vous aurez ce que vous avez commandé? On prend par exemple le cas du Niger, le Bénin. Quand il y a coup d'État au Niger, on a fermé les frontières. Et les sociétés qui se sont installées au Niger et qui doivent commercer, le Niger n'a pas un port, les entreprises qui sont là-bas passent par le port de Cotonou. Quand les produits viennent au port de Cotonou et à cause de la fermeture des frontières, ça ne pourra plus venir au Niger, comment est-ce que ces entreprises vont fonctionner? Il y a cessation d'activité. Et quand il y a cessation d'activité, ou même vous remarquez que les revenus, ce que les entreprises doivent engranger, ça baisse. Et quand il y a baisse, c'est l'économie du pays qui recule. Donc à cause de ces coups d'État, il y a une série d'impacts sur l'économie des pays. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Il n'y a pas de pays qui puisse vivre fermé. Quel que soit ce que vous faites, vous avez besoin à un certain moment d'échanger avec des gens. Quand on parle de coup d'État, ce n'est pas seulement le pays dans lequel il y a eu coup d'État qui est immédiatement impacté, négativement bien sûr, et donc les pays limitrophes, c'est-à-dire les pays qui entourent ce pays principal, sont également concernés par les effets négatifs. Et quand vous prenez l'exemple du Niger, depuis que le coup d'État est intervenu, la frontière du Niger a été fermée avec le Bénin et donc les mêmes frontières en question ont été fermées avec les pays comme le Nigeria et autres. Et donc quand on parle de fermeture de frontières, ça limite déjà les activités. En matière d'investissement, on connaît une chute et également quand on parle du marché de l'emploi, il y a que l'emploi devient précaire et donc on a de fortes chances d'assister à des fermetures à quelques endroits et donc on peut facilement retrouver des gens au chômage. Il y a aussi que quand on parle de coup d'État en matière de conséquences sur les entreprises, on peut noter qu'il y a une baisse au niveau de la coopération avec l'extérieur. Je vous en parlais en titre match Mozambique-Bénin, comptant pour la 6e et dernière journée des qualifications CAN 2023. C'est bien le samedi 9 septembre prochain à Maputo. Depuis hier, les préparatifs ont démarré du côté du sélectionneur Gernot Rohr et des joueurs béninois qui promettent une victoire synonyme de qualification pour la CAN. Frédéric Espoir Oumabou a suivi pour vous leur première séance d'entraînement. Pour cette première revue de troupes, la majorité des guépards appelés par Gernot Rohr a rallié la tanière. Seuls quelques-uns sont encore attendus à l'image de Olivier Verdon ou encore David Kiki. Pour le reste, arrivé au stade aux alentours de 16h15, chacun des joueurs et des membres du staff technique savait ce qu'il y a à faire et s'y est appliqué pour le mieux. Tout va commencer par une séance d'échauffement et de réveil musculaire. Suivra l'étape de toucher et de conduite de balle et enfin des travaux en groupe réduit avec les joueurs de champ et un peu plus loin, les gardiens de but. Sous les yeux de quelques férus et autres curieux, la séance d'entraînement, la première de cette série, va connaître une partie de jeu collectif qui viendra clore le programme de la journée. Et dans la tête des joueurs, le 9 septembre, ce sera une bataille du côté de Maputo. Actuellement, je sens que le groupe est vraiment motivé. On sait qu'on va là-bas pour une bataille. On sait que nous allons rentrer à les 3 points, ça c'est sûr et net. Nous allons rentrer à les 3 points. On sait ce qui nous attend. Et déjà, la première des choses à faire, c'est de gagner encore la confiance du peuple. Ce qui n'est pas facile à faire, mais on va le faire. On va aller en Mozambique pour gagner. On est conscient de la situation et nous allons vous faire plaisir et nous faire plaisir aussi. Et aller à la CAN, Inch'Allah. Cette rencontre face à l'équipe de Mozambique sonne comme un match piège pour le Bénin. Un match qui n'a souvent pas réussi pour les écureuils devenus guépards ces dernières années. Les cas de la Sierra Leone ou encore du Congo le prouvent à satiété. Mais les joueurs semblent savoir comment s'y prendre. Les détails, en fait, c'est un match qui va être joué tactiquement. Il ne faut pas se jeter, sinon on peut encaisser. La meilleure des choses à faire, c'est de ne pas encaisser, mais d'aller marquer. Cette rencontre, nous sommes tous motivés. On sait que ça ne va pas être facile, mais le mieux, c'est d'aller d'abord au charbon et puis
Inch'Allah, ça va marcher. Et à Marcelin Koukbo d'adresser un message à ses compatriotes. Ouais, déjà, j'ai juste à leur dire de nous donner la confiance qu'il faut, de ne pas nous jeter la pierre de sitôt, de nous laisser faire le boulot qu'on a à faire d'abord, et ils vont voir le résultat. A rappeler que les poulains de Gernot-Rohr dans cette rencontre ont impérativement devoir de victoire pour composter le ticket pour la prochaine CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire. Il ne reste plus que 2 semaines pour que les enfants retrouvent le chemin des classes. Mais une année scolaire apaisée est conditionnée, vous le savez, par la satisfaction des différentes revendications des enseignants, lesquelles revendications sont souvent portées par les syndicalistes. Où en sont-ils avec le gouvernement? La question a été posée à Kassa Mampo. Suivez. Dans quelques jours, l'école béninoise ouvrira ses portes pour le compte de l'année scolaire 2023-2024. Pour une bonne rentrée scolaire apaisée, il faut des enseignants satisfaits ayant le cœur à l'ouvrage. Mais à 2 semaines de la reprise des classes, plusieurs de leurs revendications sont encore insatisfaites. La revendication numéro 1 des enseignants et même des parents d'élèves, c'est le reversement des aspirants au métier d'enseignant, AME. Ils ont un salaire dérisoire et ils ne sont pas payés pendant les vacances. Ils n'ont pas de prime, ni pendant l'année scolaire, ni à la rentrée. Pire, c'est qu'on leur donne une masse horaire extra-texte. À la dernière rencontre avec le chef de l'État en décembre 2022, lorsqu'on parlait de revalorisation des salaires, il a été question de reverser ces AME-là. Donc le Conseil des ministres a confirmé qu'ils seront reversés et tout ça. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ils attendent. Et aux dernières négociations, nous avons dit reverser les AME, rien. On apprend encore qu'on est en train de leur demander de confirmer leur disponibilité pour la rentrée. La question de reversement n'est pas la seule revendication des enseignants. À en croire le secrétaire général Kassa Mampo, il y a d'autres problèmes à régler tels que la non-disponibilité de certains manuels scolaires. Il y a d'autres revendications liées au matériel. Vous savez, par exemple, lorsque vous prenez le cours primaire, depuis 2016 jusqu'à maintenant, du CE1 jusqu'au CM2, il n'y a plus de manuel de procédure en français et en mathématiques. Il n'y en a plus. Donc les enseignants jonglent dans cette affaire d'approche par compétence. À l'heure actuelle, du CI au CP, les enfants n'ont pas les cahiers d'activité. Il n'y a pas de cahier de lecture. Ils n'ont pas ça. Pendant ce temps, ils ont fermé le Centre national de production de manuels scolaires à Porte-Nouveau. Dans ces conditions, comment peut-on dire que la rentrée scolaire, qu'on est prêt pour la rentrée scolaire? Le partenaire social pense que si le gouvernement y met de la volonté, ces différents problèmes trouveront solution avant le 18 septembre, date de la reprise des classes. A précisé qu'une rencontre entre le gouvernement et les syndicats est prévue pour le vendredi prochain. Hors du Bénin, à présent, coopération France-Afrique pour la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. La France-Afrique est morte depuis longtemps. Dans un entretien accordé aux médias Le Monde, elle est revenue sur les relations qui lient Paris avec les pays africains, dont plusieurs ont récemment connu des coups d'État. Elle justifie le maintien de l'ambassadeur français à Niamey. La France-Afrique est morte depuis longtemps. Les mots sont signés Catherine Colonna dans un entretien accordé au journal Le Monde. La ministre de l'Europe
et des Affaires étrangères y défend les positions de Paris face au coup d'État survenu cet été au Niger, au Gabon, au détriment des intérêts français. Elle a de nouveau justifié le maintien de son ambassadeur français, son ambassadeur sur place, alors que les militaires arrivés au pouvoir à la fin du mois de juillet exigent son départ du pays. Il est notre représentant auprès des autorités légitimes du Niger. Nous n'avons pas à nous ranger aux injonctions d'un ministre qui n'a aucune légitimité. C'est ce qui explique le maintien de notre ambassadeur. Nous nous assurons qu'il puisse faire face en toute sécurité aux pressions des putschistes. À la fin du mois d'août, les militaires au pouvoir avaient donné 48 heures à l'ambassadeur français Sylvain Ité pour quitter le territoire. Une demande rejetée par les autorités françaises qui estiment que ce nouveau gouvernement n'a aucune légitimité pour faire ce type de requête. Alors Catherine Colonna s'est aussi exprimée au cours de cette interview sur l'avenir de Wagner en Afrique après la mort de son chef Evgeny Prigojine. Wagner vient de subir un choc considérable avec la mort de ses fondateurs et de certains de ses cadres. Il est néanmoins trop tôt pour savoir quelles en seront toutes les conséquences. Ce groupe est d'une inefficacité totale dans la lutte contre le terrorisme et le djihadisme, doublé des actions documentées et graves. Mais il faut s'attendre à d'autres tentatives de pillage des ressources et de basses œuvres faites pour la Russie, si ce n'est au nom de la Russie. Concernant la contre-offensive ukrainienne face à l'armée russe, même si elle semble piétiner sur le champ de bataille et malgré l'énorme soutien occidental, Catherine Colonna se veut optimiste. Les Ukrainiens ont toujours dit qu'ils mèneraient leur contre-offensive sur plusieurs mois et non pas en quelques jours ou semaines. Ils disent eux-mêmes que les opérations sont difficiles. Néanmoins, les Ukrainiens progressent et ont percé à certains endroits. Avant de porter des jugements, il faut se souvenir que ce sont eux qui se battent et font le sacrifice de leur vie. La France campe sur ses positions sur le conflit en Ukraine et continue de soutenir Kiev dans son affrontement armé avec la Russie. Alors en Afrique, c'est un peu plus compliqué. Après le Burkina Faso, le Mali, le Niger et désormais le Gabon, la France perd chaque jour un peu plus de son influence au détriment de la Russie, de la Chine ou encore des États-Unis. Madame, Messieurs, ce journal se referme ici. Merci de l'avoir suivi et ne l'oubliez pas, surtout, vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv, mais également vous pouvez télécharger notre application sur Play Store ou App Store pour nous suivre, quelle que soit votre position dans le monde. C'est Diaspora FM Eden TV. Bonsoir.